Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast et je suis très heureux de vous retrouver avec l'équipe du Trail qu'on aime pour l'épisode 38, notre folle aventure collective qui a commencé en juin 2024 et dans laquelle vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celui qui s'est qualifié solidement pour les championnats de France de Cross Master qui auront lieu à Carré en Bretagne début mars. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous, ça va bien. Ouais, j'ai réussi à me qualifier en master parce que c'est quand même pas le même niveau que chez les élites, mais ça va plutôt pas mal. Même si la forme peine un peu à monter en vue des France, je compte sur le bourbier de Bretagne pour que ça ralentisse un peu la vitesse de déplacement. Mais bon, je compte bien quand même je pense bien me faire rouler dessus malgré tout, mais ce sera pas là l'essentiel. Le plus important, c'est d'avoir cette chance-là de participer à cette belle fête du cross chez nos amis bretons. Celui qui a retrouvé le chemin des dossards et de la compétition ce week-end sur ses terres natales du Cantal, Mathieu Delpech, comment ça va ? En effet, je me suis dit, je vais faire comme Alexandre Viol, j'allais prendre un petit dossard tranquille dans le Cantal pour reprendre de la confiance. Mais manque de peau, je suis tombé sur un coriace Fabien Demure qui retrouve la forme, là, qui prépare les championnats de France de trail et qui m'a bien surpris. Après, c'était un parcours assez roulant où il fallait dérouler, et il fallait vraiment dérouler. Et sur les parties descendantes, en faux plat sur la route, quand il a commencé à mettre du 2 minutes 50 en allure, là, je me suis dit que ça allait être un peu trop pour moi. Le but, c'était pas non plus de me faire mal, mais juste de confirmer cette transition ski-course à pied. Et donc, ça, c'est chose faite. Ça m'a fait une très belle séance. J'ai fini à quelques secondes de Fabien, puis actuellement au pied du Géant de Provence pour préparer les premières échéances et puis reconnaître un peu les parcours. Le soleil est de la partie, donc on peut pas se plaindre. C'est la régalade. Pour ta défense et pour ceux qui le savent pas, Fabien, c'est quand même, il a quand même été champion d'Europe de course en montagne par équipe en 2017. Donc c'est quelqu'un qui a un sacré talent et qui fait encore preuve de beaucoup de qualité et c'était chouette de suivre de loin le fight en tout cas. Et puis enfin, celui qui est déjà à son épisode 6 de sa mini-série sur Instagram Road to Milan, va-t-il casser la barre des 2h50 sur marathon ? On lui souhaite. Théo Robin, comment ça va ? Eh ben ça va bien, mais j'ai l'impression que tu suis pas, Alex, parce qu'on est déjà à l'épisode numéro 7. Aïe. J'ai pas vu. Mais non, ça va bien. Je reviens du Sud. J'étais à Montpellier pour le week-end faire la thèse d'un pote et j'en ai profité pour prendre un dossard sur la Sotaroc qui a été décalé d'une semaine à cause des intempéries qui étaient il y a 10 jours dans la région de l'Hérault. Et du coup, j'ai découvert cet événement qui était vraiment incroyable. C'est juste à côté du Pic Saint-Loup. Un parcours plus que joueur. Par contre, il y avait presque trop de singles puisqu'il y a des moments... t'es limite entre des buissons et t'es en train de t'accroupir pour passer. Moi, j'exagère un peu. Mais par contre, c'était hyper sympa. Météo parfaite, orga nickel. Franchement, je recommande pour ceux qui hésitent à y aller l'année prochaine. Ça fait beaucoup de bien en ce mois de février. Et puis voilà, on continue tranquillement la prépa marat. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui qui doit être actuellement envahi par les touristes au Grand Bornand, qui a une saison d'hiver bien chargée au travail, mais qui prend encore une fois le temps de nous préparer un épisode qui va nous régaler. Alexandre Viol, comment ça va ? Tout va bien, le retour du soleil, effectivement, pas mal de monde sur les pistes du côté du Grand Beau, mais comme on est pas des grands skieurs et des grands amateurs de ski alpin, on essaie de prendre les chemins de traverse pour ne pas trop les croiser. Et puis sinon, ouais, comme tu l'as dit, toujours un hiver bien chargé, mais on garde le cap. Focus sur tout un tas de projets, tous les plus stimulants les uns que les autres. Et j'attends avec impatience quand même l'arrivée du printemps pour retourner faire des belles sorties en montagne. Et puis hâte d'être sur les premiers stages d'entraînement aussi avec la Colibri Academy qui vont pas tarder à arriver. Avant de te laisser nous donner le programme du jour, Alex, je rappelle encore une fois de plus que vous pouvez nous suivre sur Instagram pour ne rien rater des extraits, pour être vraiment au courant de la sortie des épisodes. Vous pouvez aussi venir échanger avec nous également sur le canal Instagram YouTubeX, sur mon profil Insta Mathieu Delpech. Je rappelle aussi la présence des timecodes en description si une partie du podcast vous intéresse plus qu'une autre. Évidemment, on ne pourrait pas faire tout ça sans nos partenaires annuels. Merci à Brooks, l'équipementier, de soutenir le projet une année de plus. Et puis merci à UpTrack qui a rejoint l'aventure cette année. UpTrack, c'est la plateforme de streaming sport et aventure, film, docu, masterclass. De quoi vous occuper les jours de pluie. Vous êtes déjà nombreux à avoir utilisé notre code promo LTQA pour bénéficier de 3 mois offerts sur l'abonnement annuel. Donc merci d'avance. Et puis toutes les infos en description s'il y en a d'autres qui veulent en bénéficier. Enfin, la façon la plus simple de nous soutenir, c'est tout simplement partager ce podcast autour de vous, noter le podcast sur vos plateformes d'écoute. Merci à vous. Sans plus attendre, Alexandre, on va parler de quoi aujourd'hui ?
Alors les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on débutera par les traditionnelles actus du LTQA où l'on reviendra notamment sur les dernières grosses annonces mercato et derniers résultats marquants. On enchaînera avec un sujet consacré aux Jeux Olympiques et plus précisément au ski alpinisme où l'on aura la chance de recevoir Baptiste Elmenreich, à la fois skieur et trailer, pour revenir avec lui sur le spectacle ou la mascarade selon certains qui nous a été proposé pour l'entrée de ce sport aux Jeux Olympiques. On élargira sur la possible entrée du trail en tant que sport additionnel au prochain JO d'hiver dans les Alpes françaises en 2030 ou au JO d'été de Brisbane en 2032. Vous avez été d'ailleurs nombreux et nombreuses à nous faire vos retours sur le canal Instagram YouTubeX sur ce sujet. On a sélectionné quelques-uns de vos retours pour agrémenter notre échange. On poursuivra avec le grand retour du jeu du Qui suis-je où je vais pouvoir mettre à rude épreuve la culture trail de l'équipe. Puis on terminera comme à l'accoutumée par nos recos de la quinzaine by Uptrack. Un programme bien dense, fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime, épisode 38, c'est parti. Jingle. Trail qu'on aime, épisode 38. Allez, on démarre avec deux annonces mercato qu'on a retenues pour cet épisode. La double signature au sein du Team Salomon France d'Antoine Thiriat et de Pierre Paulet. Salomon qui passe la vitesse supérieure en annonçant deux nouvelles recrues. Antoine Thiriat, l'ancien membre du Team Scott, 3e des Templiers et grand acteur de la tête de course lors des France de Trail Long et de la TDS malgré ses deux abandons. Il rejoint donc la section France de Salomon avec une section aussi qu'ils ont appelée Next Gen dont faisait partie aussi Elliot Retuli l'an dernier. Je crois qu'il en fait encore partie, où en gros le but c'est d'être un peu à la fois dans le Team France et dans le Team International pour pouvoir éventuellement faire passerelle à la fin de l'année et intégrer le Team International. Et on a aussi Pierre Paulet, donc lui, qui sera senior 1 cette année, et qui est ex-membre de la Colibri Academy, donc magnifiquement bien accompagné, qui fera lui partie uniquement de la section France, avec peut-être lui aussi l'espoir un jour d'intégrer le team international. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Des réactions à ses arrivées. Antoine qui est actuellement blessé malheureusement, donc on lui souhaite de se remettre et on lui souhaite d'être aussi fort en tout cas qu'en 2025 avec un peu plus de réussite quand même. Ouais, on a vu sur son Instagram qu'il pensait le skieur, donc je pense qu'il va avoir les triceps bien affûtés quand ça va être l'heure de partir randonner en montagne. Et juste, je te corrige un tout petit peu, Antoine avait bien fini le championnat de France. Il avait bien rétrogradé en passant de la 3e à la 9e place, mais il est allé au bout, il a quand même honoré le dossard jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà. D'autres annonces que vous avez retenues, d'autres recrues? Moi, j'ai vu passer des choses, je sais pas si ça a été annoncé officiellement, mais on a vu qu'il y avait un rassemblement Keep Run ce week-end du côté du Ventoux, et Vincent Esmiol a visiblement signé dans la marque nordiste. Ouais, je crois que ça n'a pas été encore annoncé, mais on l'a vu sur plusieurs stories, donc l'annonce officielle devrait pas tarder. Vincent Esmiol, vainqueur de l'échappée belle du format 140 km de l'échappée belle l'an dernier, et qui aura pour objectif, je crois, en 2026, de faire un podium sur la diagonale des fous. Alors juste avant que Nico nous dresse un petit bilan aussi de ce qui s'est passé sur la route et le cross, parce que vous le savez, on adore ça. Margot, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous une nouvelle fois, nous a fait un petit vocal pour nous faire un résumé de la Black Canyon qui a lieu aux USA le week-end dernier. Première course américaine qui délivrait des golden tickets pour la Western et qui a réuni une nouvelle fois un plateau de coureurs et de coureuses d'une très belle densité. Et puis dans la foulée du vocal de Margot, on recevra un invité surprise, Ferdinand Hérault, alias The Magic Runner sur Instagram, qui a terminé 6e de l'épreuve et réalisé sûrement l'un de ses plus gros résultats en carrière. On vous laisse avec Margot et puis on revient tout de suite. Hello l'équipe, hello tout le monde. Désolée, j'arrive toujours pas à être présente pour les moments où on enregistre tous ensemble. Donc je refais ma petite apparition en mémo vocal et cette fois-ci pour refaire un petit récap de Black Canyon qui a eu lieu le week-end dernier. Donc Black Canyon, c'est une course de 100 km qui se passe en Arizona, aux US. Elle fait 1600 mètres de dénivelé positif pour 100 km, donc autant dire que c'est vraiment roulant. Et il y a quasi 2200 mètres de dénivelé négatif. Donc ouais, c'est une course qui se court très très vite. Et c'est surtout une course qui offrait des tickets pour la Western, pour les top 3 féminins et masculins. Chez les hommes, c'est Hans Troyer qui remporte la course en 7h20
Hans qui prend du coup le record qui avait été établi par Seth Rulling l'année dernière en 7h25, donc 5 minutes qui ont été prises sur le record. C'est sa deuxième participation. La première, c'était en 2024. Il a terminé 10e. Il a fini à l'hôpital pendant 2 semaines avec des problèmes de reins. 2025, il s'est inscrit vraiment dans l'idée de prendre sa revanche, mais DNS à cause de la grippe. Donc 2026, il avait vraiment les crocs et donc il vient prendre le record de la course. Il a seulement 25 ans. C'est vraiment un espoir de notre sport sur lequel il faudra vraiment garder les yeux dans les prochaines années. En deuxième position, c'est Anthony Costales en 7h24. Anthony qui court pour ACG, qui pendant la course est descendu quasi à la 7e place et avec des coups de moins bien, problème d'estomac, et qui a vraiment remonté petit à petit pendant la deuxième partie de course pour arriver au final à la deuxième place, mais sans jamais avoir pu rattraper Hans. Et en troisième position, c'est Trayson Knopp, un athlète de chez The North Face, qui a couru en 7h29. Pour les Golden Tickets du côté masculin, du coup, Hans Troyer avait déjà son ticket avec sa 8e place à la Western States l'année dernière. Anthony Costales et Trayson Knopp ont accepté le ticket. Canyon Woodward, du coup, qui a fait 4e la Black Canyon, avait déjà son ticket parce qu'il avait fait 3e sur une autre course qui donne des tickets qui s'appelle Javelina. Donc, le 3e ticket masculin revient au 5e, Jordan Bramblett. À noter la chute de Francesco Pupi en début de course, c'est quand même un gros prétendant à la gagne. Il a chuté vraiment tôt dans la course, il s'est luxé l'épaule et du coup il a pas terminé la course. On le retrouvera sur la Western fin juin. Il avait déjà son ticket avec sa gagne à la CCC. Du côté des femmes, là c'était vraiment du gros spectacle. Jennifer Lichter, qui court pour ACG, a gagné en 7h57, donc 19 minutes de prix sur le record de la course qui avait été établi l'année dernière. Jennifer, qu'on a l'habitude de voir sur des formats un peu plus courts. C'était sa première sur si long et franchement ça promet vraiment des belles choses. Anne Flower, 2e en 7h58, qui court pour Oka. Elles sont toutes les deux sous les 8 heures de course et surtout toutes les deux dans le top 10 au général. 9e pour Jennifer et 10e pour Anne. Et en 3e position, c'est Tara Dower en 8h11 qui court pour Altra. Les 3 premières sous le record de course de l'année dernière, du coup, qui avait été établi par Riley Brady, qui cette année a terminé 9e en 9h14. Et le phénomène Molly Seidel, qui termine 4e en 8h25. Molly, qui n'a pas de sponsor officiel pour le moment, elle vient tout juste de faire la transition de la route au trail. Elle qui avait été médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. C'était franchement un des trucs les plus attendus de ce début d'année, je pense, de voir cette transition, de voir comment elle allait s'en sortir. Et je pense qu'elle a vraiment fermé beaucoup de bouches avec cette performance. Et 5e position, on retrouve Abby Hall en 8h27, qui court pour Terex. Au niveau des Golden Tickets, du coup, c'est Jennifer Lichter qui, première, donc elle a son ticket et elle l'a accepté. Elle était un peu hésitante quand elle a reçu son ticket parce qu'elle s'attendait pas forcément à ça, et c'est sûr qu'un 100 miles pour sa première année sur du long, ça fait beaucoup, mais après réflexion et discussion avec son coach, elle a annoncé qu'elle acceptait. Anne Flower l'accepte aussi. Tara Dower, du coup, qui a fait 3e, elle avait déjà son ticket avec Javelina, donc le ticket roule jusqu'à la 4e position, donc du coup pour Molly Seidel, qui a accepté son ticket pour la Western States fin juin. Et le lendemain, ça a enchaîné sur le 50K, format qui a été remporté chez les hommes par Seth Rulling en établissant le nouveau record de course, juste après s'être fait piquer son record sur le 100K la veille, en 3h16. Deuxième position, Adam Peterman en 3h18. Et troisième position, Cade Michael en 3h18-43, donc 20 secondes entre Adam et Cade. Chez les femmes, c'est Jan Mouse qui remporte en 3h47, Liz O'Connor 2e en 3h52 et Lindsay Allison 3e en 3h55.
Allez, merci à Margot pour ce petit débrief du Black Canyon. Et comme je vous l'ai annoncé, on a la chance de recevoir le premier Français de cette épreuve qui a terminé à une magnifique 6e place, Ferdinand Hérault. Ferdinand, merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous. Comment ça va? Est-ce que tu as bien récupéré de ta course? Salut Alex. Écoutez, moi je suis hyper content d'être là. J'ai bien récupéré. Je suis maintenant, donc j'ai quitté le désert arizonien pour rejoindre la neige à New York. J'ai même fait du ski à Central Park, du ski de fond pour la première fois, tellement c'est tombé hier. Voilà, pas de risque d'avalanche, mais c'est assez impressionnant. Ce choc de température, j'ai bien récupéré de la course. Et content d'être là sur le podcast et de pouvoir un peu débrief avec vous. Alors moi, je t'ai découvert il y a pas très longtemps dans un autre podcast, le podcast de Course Épique, où ils ont fait un petit état des lieux des grosses courses américaines, et je me rappelle plus du nom de l'intervenant, mais en tout cas il t'avait mentionné en tant que spécialiste des 100K et des 100 miles aux États-Unis. Je rappelle aussi que tu as gagné le Canyon Endurance sur le format 100 miles l'an dernier, donc tu avais déjà fait quand même parler de toi. Juste, j'aimerais revenir sur le Black Canyon. Est-ce que je me suis trompé en disant que tu avais réalisé sûrement ton plus gros résultat en carrière? Je pense que c'était sur un 100K, c'est sans doute un des meilleurs scores ITRA ou UTMB, je sais pas ce qu'on regarde, mais j'étais vraiment content parce que même si 6e, ça peut paraître loin, le plateau était quand même relevé avec Francesco Pupi. Bon, même s'il a pas terminé, il était là, mais il y avait Hans Troyer qui est un des meilleurs aujourd'hui aux États-Unis et peut-être dans le monde, Anthony Costales, il y avait Eli Hamming, pas mal de belles personnes. Et moi, c'est la 3e fois que je suis là sur cette course. C'est une course qui me tient à cœur, donc j'étais vraiment content parce que la première fois, j'avais pas réussi à faire top 10. La 2e fois, j'étais juste dans le top 10, mais j'avais eu un petit souci de parcours, donc j'avais dû me retirer de la course. Et là, du coup, je revenais avec le couteau entre les dents. Et j'ai raté le golden ticket à 4 minutes parce qu'il a allé jusqu'à la 5e place, mais j'étais quand même très satisfait de cette 6e place en un temps qui est quand même assez joli et prometteur pour la suite, sachant que c'était aussi la 2e étape des World Trail Major et que 3 semaines auparavant j'étais à Hong Kong, j'avais fait un top 10 à HK100. C'est cool, ça permet d'être assez bien placé pour ce début d'année. Alors, pour qu'on en apprenne un peu plus sur toi, raconte-nous comment tu t'es retrouvé aux États-Unis, parce que t'habites donc actuellement aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Et puis, est-ce que c'est là-bas que t'as découvert le trail et que t'as commencé à fond sur les formats longs? Alors pas du tout, en fait. Je viens pas d'une famille très sportive. Je viens d'une famille plutôt artistique. Ma sœur est violoncelliste, ma maman est sculpteur et mon papa est écrivain, médecin écrivain. Donc on a beaucoup voyagé quand on était petit, mais on n'était pas autour du sport. Mais j'ai toujours eu ce goût du voyage, et après avoir passé mon diplôme d'ingénieur, comme Mathieu d'ailleurs, c'est pour ça que je suis fan de son parcours. Je suis allé à Hong Kong en fait pour travailler sur la salle des marchés à la Société Générale. Et j'ai découvert le trail là-bas, parce qu'en fait, on le sait pas, mais c'est une ville qui est et un pays qui est assez extraordinaire. Ce qu'on appelle le petit New York, de par l'effervescence et les hauts buildings qu'offre cette ville, mais c'est aussi 75% d'espace vert. Donc j'ai découvert le trail running là-bas. Je suis resté entre 2016 et 2020, 2021. Je suis resté quasiment 7 ans. Et on a bougé à New York avec mon épouse. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de faire une pause de mon travail en entreprise pour vivre mes 2 passions, qui sont le trail et la magie. Et je suis devenu du coup The Magic Runner, un personnage que j'ai créé et cultivé, où j'essaye d'amener la magie dans le trail et le trail dans mes spectacles de magie. Et ça m'a permis en fait de rester basé à New York, où mon épouse continue à travailler et à être là à plein temps, et moi de pouvoir bouger 6 mois de l'année. Donc là, j'étais pendant 2 mois en Asie pour des shows de magie et des courses en Chine, Thaïlande et Hong Kong.
et de pouvoir aussi avoir une stabilité à New York. Incroyable. Très intéressant. Et pour en revenir un petit peu plus sur la partie sportive, donc là, tu l'as dit, tu as loupé le Golden Ticket. On imagine que ton obsession cette année, ça sera la qualif à la Western. Est-ce que tu seras au Canyon Endurance pour essayer de tenter de choper un Golden Ticket là-bas? Alors bien vu, ouais, j'essaye d'avoir un ticket d'entrée pour le 100K, mais je crois il est plein et du coup c'était voilà, je suis un peu en négociation avec l'organisation. Donc on va voir si ça ne marche pas. Je me consacrerai à l'UTMB car je l'ai fait l'année dernière et ça a été assez difficile. Peut-être en vivant à New York, c'est pas le terrain idéal pour se préparer. Donc j'essaierai de revenir en Europe pour préparer voilà, UTMB, Marathon du Mont Blanc 90 que j'avais fait aussi l'année dernière et focus sur le Golden Ticket peut-être l'année prochaine car je compte rester aux États-Unis quelques années supplémentaires. Donc voilà, un calendrier encore indécis, peut-être plein de surprises. Je réfléchissais aussi à pourquoi pas essayer de faire un 100 km route aux 100 km de Steinbeck mi-mai pour voir ce que ça donne et pourquoi pas se qualifier aux championnats du monde qui auront lieu en Espagne fin septembre. Ou pourquoi pas aussi essayer de battre mon temps sur marathon, essayer de passer les 2h20 sur un marathon. Donc j'ai pas mal de projets route, trail, ultra, montagne, une année qui s'annonce fun et magique. Et juste, ça me fait, qu'est-ce qui te manque encore? Qu'est-ce qui t'a peut-être manqué sur le Black Canyon pour aller titiller les tout meilleurs? On voit que t'es à quoi? T'es à 20 minutes de Hans, un petit peu plus? Ouais, alors c'est vrai que là il y a quand même un gros gap entre les premiers, surtout que le record est encore baissé de 5 minutes. J'avais énormément de chance cette année d'être mieux préparé dans le sens où j'avais un pacer, Will Murray, que je vous recommande d'inviter dans le podcast car il parle français. Will a fait 2e l'année dernière à Black Canyon sur une de ses premières courses et il a gagné le Javelina 100 qui est aussi Golden Ticket qualifier sur le 100 miles. Il a battu le record devant David Roche, donc c'est un personnage très intéressant. Il est aussi chez Brooks, donc peut-être que Mathieu le connaît. Et donc j'avais Will comme pacer qui m'a beaucoup aidé cette année. J'avais Charles qui était une personne que j'avais rencontrée à JFK, qui est aussi une course assez réputée sur la côte est des États-Unis, assez roulante. Qui m'a aidé au niveau du crewing. Donc ça, c'était les points positifs d'amélioration qui m'ont aidé. Qu'est-ce qui manquait? Clairement, peut-être encore un peu de vitesse pour tenir les gens, parce qu'on part quand même sur du 3,30 dans les sentiers au départ. Peut-être encore un petit peu de vitesse, un petit peu de durabilité. J'ai eu des petits soucis d'estomac et j'ai eu du mal à relancer autour de 40 km. Et j'ai réussi à finir fort, mais j'ai eu un petit souci avec des gourdes qui m'ont fait vomir. Et malheureusement, en fait, on a eu un malentendu. Et j'ai eu de nouveau ces gourdes-là sur la fin. Donc du coup, peut-être aussi un peu une question d'organisation et de tester la nutrition un peu mieux pour la prochaine course. Et voilà, essayer de continuer à progresser, je pense, à courir vite pour revenir encore plus fort l'année prochaine. Je sais pas si tu as vu la vidéo de Hans Troyer là, qui a déjà sorti une vidéo sur YouTube là, sur son petit récap du Black Canyon. À un moment, ouais, à un moment sur un ravito, là, il prend un petit cachet. On avait déjà, alors est-ce que tu sais ce que c'est? Et je sais qu'on avait déjà parlé un petit peu de David Roche sur l'une de ses vidéos qu'il avait faite sur une course, je me rappelle plus, il avait battu le record aussi et il avait ouvertement dit qu'il prenait des cachets pareils, je me rappelle plus ce que c'était, mais c'était pas très alors il manquait peut-être en effet quelques paracétamol qui m'auraient peut-être aidé. Non, alors pour être franc, moi j'ai jamais pris d'antidouleur. Je travaille avec Eric Lacroix. En fait, on est tous les deux pas vraiment pour ça, et même je sais même pas à quel point ça aide pour la performance. En tout cas, moi je pense que je suis un peu limite là-dessus, donc je me suis pas trop renseigné. Mais c'est vrai que la seule fois où j'en ai pris, c'était aux États-Unis avant un cross country. Où mon équipe, tout le monde en prenait un dès le départ. Donc du coup, je m'étais dit c'était ma première course de cross country.
Bon, j'y suis allé. C'était la pire course que j'ai fait de ma vie, donc moi ça m'a pas vraiment réussi, ça m'a pas donné envie de vraiment retenter l'expérience. Mais en effet, David Roche, on l'entend d'ailleurs, Hugo Ferrari que je salue, avait fait une vidéo justement où il était assez critique à cet instar-là. J'en avais discuté avec Lucas Nanchan aussi de la Trail Running Association. En fait, en Europe. C'est en effet assez choquant. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils sont peut-être un peu plus flex là-dessus. Après, je sais pas du tout. J'ai pas envie de parler pour Hans parce que je sais pas du tout ce qu'il a pris. Si c'était quelque chose, si c'était un paracétamol ou un anti-inflammatoire ou peut-être des capsules de sel, puisque en fait il fait très chaud dans le désert, donc peut-être qu'il y a aussi beaucoup de suppléments en sel. J'espère que c'est plutôt la seconde option. Voilà, je peux pas apporter plus d'infos là-dessus. Je vais me renseigner, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est peut-être un peu plus relax au niveau de cela. Même Est-ce que tu sais s'il y a des contrôles antidopage après une course Alors comme ça? ouais. Alors ça, clairement, par contre, je pense qu'ils sont très à l'affût des règles et je pense pas qu'il y ait de triche. Je pense qu'il y a un peu cette gray zone et ils aiment bien, prendre des trucs de kétones, un peu les dernières. Ils sont vachement, par exemple, moi j'ai découvert les protéines check là-bas parce qu'en fait ils peuvent en prendre 1 à 2 fois par jour. Enfin ils aiment bien un peu tous ces add-ons, mais par contre je pense qu'ils sont vraiment très très stricts sur les règles. Et Black Canyon est organisé par Araveipa, qui est un super organisateur de courses qui font très très attention. Et je pense que les 3 premiers sont d'office testés, et ensuite il y a des tests aléatoires. Donc clairement, et je pense, connaissant les Américains, que autant ils se renseignent vraiment bien sur les règles, et j'espère et je pense qu'il n'y a pas de triche volontaire en tout cas. Et rapidement, pour terminer, comment tu décrirais un petit peu l'ambiance sur les trails américains? On parle beaucoup de communauté, du fait que les gens sont très proches, très solidaires entre eux. Toi, comment tu pourrais le décrire avec tes mots? Alors c'est génial, ouais. Moi j'aime beaucoup, en ayant vécu. Je connais un petit peu moins l'Europe, même si j'y retourne quand même maintenant tous les étés. L'Asie aussi, j'ai pu voir l'ambiance qui était différente aussi, et on pourra en discuter une autre occasion. Mais pour revenir aux États-Unis, je pense que déjà chaque État est différent. Donc une course comme JFK sur la côte est sera différente d'un Black Canyon. Mais là, ce qu'on retrouve, et tu as tout à fait raison, c'est ce côté-là de communauté. C'est même si Black Canyon, il y a quand même 1000 participants sur chaque épreuve, ça reste quand même très familial. Il y a beaucoup de support, beaucoup de gens qui viennent voir. Ça reste vraiment une super ambiance, avec le trail qui reste quand même quelque chose encore, comment dirais-je, un peu caché encore aux États-Unis, même si ça se popularise de plus en plus. On part du coup d'une école où en fait on fait le contraire de la Western State. On fait un tour de track avant de commencer. Donc ça rajoute une ambiance vraiment vraiment sympa, parce qu'on est vraiment sur le campus américain. On part sur ce tour de track et ensuite on part en fait en altitude. Et Black Canyon, c'est une course qui en descente. Je crois qu'on descend 3000 mètres pour 1500 mètres d'elevation gain. Et donc on part, il fait assez froid, voire l'année dernière il y avait de la neige, et on s'enfonce petit à petit avec le lever du soleil sur ces chemins de diligence américaine au milieu des cactus pour arriver au milieu du désert. Donc là c'est beaucoup de cooling strategy. Alors je suis désolé, j'ai beaucoup d'anglicismes qui me viennent, mais donc du coup beaucoup de solutions de refroidissement où on balance des seaux d'eau, les gens ont des pistolets à eau, on met des ice bandanas, donc de la glace dans les sacs, dans les foulards. Et il y a ce côté aussi de pacer qui, c'est la question en ce moment, est-ce qu'on doit garder des pacers aux courses américaines?
moi, je vais aller un peu à contre-courant et je vais dire oui, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est unique aux États-Unis et c'est bien que même s'il y a des organisateurs comme le World Trail Major, UTMB, qui uniformisent le trail, c'est une bonne chose pour avoir les mêmes règles un peu partout et que qu'il y ait une cohérence. Mais je pense que chaque pays, chaque région doit garder son unicité et le côté d'avoir des pacers aux États-Unis, ça rajoute une stratégie un peu supplémentaire, ça rajoute un côté sympa. Et moi, c'était une aventure que j'ai pu partager avec Will et j'ai trouvé ça vraiment top. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Magic Runner. Je peux vraiment vous donner des aperçus des courses aux États-Unis. Chaque course est différente, mais il y aura toujours cette ambiance assez familiale, que ça soit à la Western State ou Black Canyon ou JFK, avec côté un peu cowboy Far West, aucun matériel obligatoire sauf sur les courses UTMB, mais par exemple sur celle-là il y a rien, on peut y aller avec avec ce qu'on veut et du coup des gens qui partent avec juste une gourde et qui meurent à moitié dans le désert, ou d'autres qui sont comme Will Murray, assez bien organisés, qui avait 3 litres d'eau pour le coup sur lui à chaque fois et vraiment ce côté on est dans la poussière, il y a vraiment cette odeur de cactus et de Far West qui est propre à la course. En tout cas, j'invite toutes celles et ceux qui s'intéressent à aller voir la vidéo de Hans Troyer qu'il a sorti sur son YouTube. Ça permet vraiment de se rendre compte de l'ambiance américaine et surtout sur cette course-là où il y a un ravito à un moment qui se passe dans un ranch. Donc c'est vraiment... il y a pas mal de clichés sur ce qu'on peut penser de l'Amérique et de cette zone-là en Amérique. Mais en tout cas, moi, ça m'a extrêmement donné envie de découvrir tout ça. Donc c'était super chouette. Merci beaucoup pour ton temps et pour toutes ces informations. C'était super intéressant. Je pense dans tous les cas, on reparlera de trail aux États-Unis et donc on n'hésitera pas à te solliciter si on a besoin d'inside depuis les US. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et puis on espère, on te souhaite soit d'avoir un golden ticket, soit de venir à l'UTMB pour prendre ta revanche. Et en tout cas, si tu viens à l'UTMB, on ne manquera pas de se croiser pour se rencontrer. Tout à fait. Et pour la dernière petite anecdote, tu parlais du ranch. C'est assez marrant parce que quand on arrive à Table Mesa, qui est le dernier ravitaillement, on peut entendre des coups de feu. On est vraiment en Arizona parce qu'en fait, il y a des gens dans le désert qui tirent il y a un stand de tir, qui est bien sûr safe, hein, il y a pas de balles perdues, mais c'est assez marrant de se dire, on est vraiment dans ce Far West, que ça soit au niveau de l'odeur visuelle ou même sonore. Donc venez découvrir l'Amérique et avoir du fun avec nous la prochaine fois. À très vite. Ciao. Merci beaucoup, Ferdinand. Salut, ciao. Alex. Merci à toi. À défaut du Trièvre où il y a beaucoup de balles perdues. Hein, Nicolas Martin? Pas du tout. Nous sommes respectueux. D'ailleurs, Nico, je le disais juste avant, tu vas nous faire un petit état des lieux des derniers résultats qui nous ont marqué, notamment sur la route et sur le cross. Pas mal de choses à dire cette semaine. Tout à fait. On va commencer par tout seigneur, tout honneur, comme on dit. Le record d'Europe de Yann Schrub sur le 10 km route. Il visait le record de France. Il a fait record de France et record d'Europe en 26-43, quelques jours après son record de France du 3000 mètres en salle en 7-29-32. On rappelle l'allure de son 10 km, 2 minutes 40 au kilo pendant 10 fois 1000 mètres sans récup. Les spécialistes apprécieront. Quand on en fait déjà un dans sa vie, c'est déjà pas si mal. Vous savez, ici, on est des geeks de la perf et je vous ai dégoté un petit résultat sur les championnats écossais de cross avec un podium féminin qui sent bon le trail et la course en montagne. La lauréate, c'est la médaillée olympique d'argent sur 1500 mètres à Tokyo, Laura Muir. Donc ceux qui suivent l'athlète la connaissent bien. Suivi de Scoot Atkin qui fait plutôt de la course en montagne. Et puis en troisième position, Naomi Lang. Donc un très beau podium avec toute la diversité de la course à pied. On dit souvent que le cross, c'est un peu le carrefour de toutes les disciplines athlétiques et c'en était une belle illustration. Pour continuer sur le cross, assez rapidement, un tour non exhaustif sur les demi-finales de cross. En Auvergne-Rhône-Alpes, celui qui est probablement l'un des meilleurs crossmen qui fait du trail et la course en montagne, Sylvain Cachard, 5e des demi-finales en senior. Dans la même course, on avait aussi Anthony Pontier 10e, Mathieu Le Fur 13e, Alex Melleux 16e et puis Boris Orlac 18e. Donc une course très très dense, gros niveau. À noter, j'étais présent, le DMA, donc le Désigne Mes Yeux Athlétisme en démonstration, ils ont fait un magnifique triplé, dont la deuxième place d'un ancien international de course en montagne, Baptiste Fourmont, et le DMA qui visera probablement le titre par équipe sur les France de carré.
Chez les Masters, toujours en Auvergne-Rhône-Alpes, une bataille d'anciens internationaux à l'avant, d'internationaux de trail à l'avant avec la gagne de Timothée Baumier qui fait ses retours pour sa première année Master, ancien international de cross pour lui, et puis la troisième place d'un Junior Rancon qui a retrouvé des couleurs en l'espace de 3 semaines, le seul à avoir progressé entre les quarts de finale et demi-finale en place. Et puis Johan Medek 8e. À noter que Manu Messa avait fait l'impasse sur la course master pour se battre avec son équipe des Coquelicots de Saint-Etienne sur le cross-court. Il a eu un start un peu compliqué, mais il a fait un bon second tour pour terminer 16e. Et puis enfin, chez les féminines, pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, une démonstration de Margot Dajou sur le long féminin. Elle se place en vraie candidate pour le top 5 aux France. À noter aussi Laure Paradan et Manon Lallemand qui se suivent en 22e et 23e position. Du côté du Grand Est, Benjamin Paulin, 2e chez les élites. 20e position pour Léon de Santin. Manon Board, 25e chez les élites pour l'ultra-traileuse. Et puis Théodore Klein, le médaillé de bronze des championnats d'Europe de course en montagne à Annecy, 3e du cross-court. À Paris, en ancien trailer qui est depuis devenu olympien, Nico Maridaru, 5e sur le cross-court, devait y avoir un gros niveau. En Nouvelle-Aquitaine, Maël Allaire qui triomphe dans un bourbier devant son camarade de club Sacha Perrier, et une victoire par équipe avec notamment Julien Petitfrère qui est actuellement en stage du côté du Ventoux avec Mathieu. Du côté de l'Occitanie, une autre gagne de la demi-finale pour le champion de France de course en montagne, Corentin Capelier. On note aussi Antoine Puydebois 7e et puis Clément Barré 18e. Dans cette même région, chez les féminines, alors en dehors de sa région, Blandine Lirondaine après la 2e place devant Alice Munier qui pour sa première année chez les espoirs a pris une très belle 3e place. Elle avait enchaîné les sélections jeunes, les 3 dernières sélections en course en montagne. Et puis un nom bien connu dans le milieu, Lanne Justine de son prénom qui termine 7e. Et puis sur le court féminin, victoire de Marie Perrier, la Mauricienne qu'on ne voit plus trop dans le milieu du trail ces derniers temps. Et puis dernière région, le sud, sur le long masculin, la 4e place de Vincent Esmiol, on en a parlé juste avant. Et puis la 16e du coéquipier de Matt à la belle étoile, Guillaume Courias. Et sur le long féminin, démonstration de Nenny Clément, Marie Jolin 3e et puis Jade Rodriguez 7e. Voilà, on a fait le tour. On verra si les trailers continuent leur aventure jusqu'au championnat de France. On sait que certains, des fois, s'arrêtent pour les demi-finales parce que c'est souvent un gros déplacement pour les championnats de France. Magnifique récap, merci beaucoup Nico. On termine ces petites actus avec bien entendu la Barclay. On va pas trop en discuter ici parce qu'on est pas des grands amateurs et des grands passionnés de la Barclay, mais pour celles et ceux que ça intéresse et si vous l'avez pas vu passer, moi je suis allé regarder la vidéo YouTube qu'a réalisé Distance Plus sur cette 40e édition, qui a réalisé un résumé de 25 minutes qui permet vraiment de se plonger à l'intérieur de cette épreuve mythique qui n'a toujours pas connu de finisher en tout cas cette année, et qui surtout a vu la présence surprise de Mathieu Blanchard. Donc voilà, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Ça permet d'avoir un récap complet, d'avoir des images en inside de la course. Donc on ne fera pas de grand débrief ici, mais pour celles et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Distance Plus. On espère juste qu'ils trouveront le bon équilibre, puisque on rappelle rapidement que la course a été durcie après, je sais plus l'année en tête, mais il y a 2-3 ans où il y avait eu beaucoup de finishers. La course a été durcie, et c'est vrai que peut-être un peu trop durcie, puisque pour le moment personne n'a dépassé les 3 tours, et on rappelle qu'il faut en faire 5 pour boucler la Barclay. Mais une dernière petite actu avant de passer à la suite. Quand même, pour moi, une des infos importantes de ces derniers jours, c'est l'annonce du calendrier de Kylian Jornet. Et retour aux affaires sur les compétitions majeures cette année, puisqu'il va faire 3 des plus belles courses du calendrier, 3 des courses qu'on attend le plus. Donc ça va être trop beau de le voir de le voir prendre part à ces courses mythiques. Ça a commencé à la Western States aux États-Unis, où il avait déjà la qualification en faisant le top 10 l'an dernier. Il va enchaîner à Sierzinal, est-ce qu'il pourra gagner une 11e fois sur la reine des courses en montagne en Suisse, et puis sur l'UTMB, donc pour venir prendre part à la fête. Est-ce qu'il pourra mettre une 5e fois son nom au palmarès? Donc une saison de compétition majeure pour Kylian. Retour aux affaires, un petit peu moins de projet off. Ça va être cool de suivre ça. Magnifique. Allez, on va pouvoir passer à notre sujet débat du jour. On a voulu prendre un peu de temps pour vous parler du ski alpinisme qui a une nouvelle discipline en tant que sport additionnel qui a eu lieu du côté de Milan Cortina pour cette année. On a tous suivi ça avec beaucoup
passion, d'attention exactement. Et pour l'occasion, on a voulu accueillir, on a voulu inviter surtout un copain et surtout une personne qui connaît très très bien le milieu du ski alpinisme et qui connaît aussi bien beaucoup le trail, puisque c'est Baptiste Elmenreich qui nous rejoint, skieur, trailer, entrepreneur. Baptiste, déjà, est-ce que ça va? Et puis comment toi tu te décris en tant que sportif et en tant que personne? Salut à tous, ouais, ravi d'intervenir dans le meilleur podcast de France. Pour la présentation, ouais, je me définirais comme un peu touche à tout, passionné de grands espaces dans un premier temps, on va dire, et à la fois skieur alpiniste, trailer et entrepreneur, comme tu dis, à mes heures perdues. Alors, première question déjà pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je rappelle juste quand même que toi, tu fais partie de l'équipe de France de ski alpinisme. Tu as fait du sprint, donc la discipline qui a eu lieu au JO, l'une de tes spécialités. Tu as d'ailleurs essayé de te qualifier. Malheureusement, tu n'y es pas arrivé. Il y avait seulement 2 places, on le rappelle, et c'était Thibaut Anselmet et Pablo Giner. Et Pablo Giner, voilà, tout à fait, qui ont réussi à se qualifier. Et chez les femmes, c'est Emilia Ropp et Margot Ravinel. Déjà, première question, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle qui a été proposé sur ces 2 épreuves de ski alpinisme, donc le sprint individuel et le relais mixte? Ouais, c'était quand même un grand moment pour avoir été sur place à Bormio, voir autant de monde, autant de ferveur autour d'une course de ski alpinisme. C'était vraiment impressionnant et chouette à vivre. Et bon, niveau conditions météo, on aurait espéré un petit peu meilleur pour cette entrée du sport aux Jeux Olympiques. Mais là, on a vécu un chouette moment. Et puis après le format, on les connaît. Le sprint depuis plus de 15 ans maintenant. Et le relais mixte depuis 3 ans. On savait ce qu'on allait retrouver sur ces Jeux. Donc, pas de grande découverte, mis à part la ferveur olympique. Avant de parler un petit peu plus des critiques et des petites remarques négatives qu'il y a pu avoir sur le format proposé, les autres, est-ce que vous avez suivi? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Rapidement, un petit état des lieux pour chacun. Nico? Moi j'ai suivi parce que j'aime tous les sports et puis comme l'a dit Baptiste, c'est quand même toujours historique, on le voit aussi parce que je pense que nous on est dans un microcosme qui connaissons ce sport, mais pour le grand public, beaucoup de gens, je pense peut-être ont entendu pour la première fois le nom de ce sport tout simplement. Donc ça c'était bien. Après moi qui aime la perf sportive dans son ensemble, ce qui me dérange, alors même si maintenant bien sûr on peut dire que le sprint est une épreuve du ski alpinisme, historiquement c'est pas un sport qui dure 3 minutes, voire même 2 minutes 35 sur le sprint des JO pour les meilleurs hommes. Donc moi, c'est plus ça que j'ai trouvé qui m'a un peu dérangé. Et l'impression que j'en ai retiré, et je suis pas du tout un spécialiste, c'est que j'ai trouvé que dans la création de la discipline, il y avait une forme de déséquilibre entre la perf physique et l'aspect technique. C'est-à-dire que c'est tellement court, le niveau est aussi très dense, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas des énormes écarts, mais le fait de pas réussir une transition, ça peut te coûter une médaille olympique, et c'est vrai que je trouve que c'est pas forcément complètement l'esprit du sport comme je le conçois. Après, ça fait partie du sport que de travailler ça et d'être le meilleur, mais c'est quand même tellement du détail. Alors on me dira, le ski alpin, tu rates une porte, et puis ton slalom spécial ou géant, il est terminé aussi, mais ouais, j'ai plus trouvé que on avait un peu dénaturé le sport dans les qualités physiques qu'on devait avoir dans mon esprit pour faire du ski alpiniste, et c'est ça qui me dérange le plus que le fait de dire c'est artificialisé, c'est sur une piste. Bon voilà, après c'est là on est à Milan Cortina, on aurait sans doute pu faire une magnifique individuelle en Italie parce qu'il y a une culture. Si on revient 4 ans en arrière, ceux qui se rappellent, à Pékin il y avait de la neige que sur les pistes, donc on n'aurait pas pu faire grand chose d'autre qu'une épreuve sur les pistes par exemple. Et voilà, sinon c'était un bon moment. Moi, qui suis un peu chauvin, j'aurais aimé un parcours un peu plus long parce que je pense que Thibaut Anselmet était un peu meilleur s'il y avait eu 4 minutes de course, et pareil pour Emilia Ropp. Mathieu, ton retour là-dessus? J'ai fait une course de ski alpin cet hiver qui est à l'opposé de ce qu'on a vu au JO. Et c'est la Belle Étoile, une course individuelle par équipe de 2, avec 2 jours de course, avec des passages à raid, des passages de montagne. Et j'ai fait une petite vidéo là-dessus sur Instagram. Et après les Jeux, la vidéo a été vraiment eu beaucoup de vues et beaucoup d'attention. Et il y a eu énormément de commentaires sur cette vidéo qui ont dit ouais, mais ça aurait été tellement mieux de voir ça au Jeux. Et du coup, ça me fait rire. Mais
Ouais, on dit aussi beaucoup que l'entrée aux Jeux Olympiques d'un sport peut aider globalement le sport à se développer, amène des nouveaux pratiquants, amène plus de moyens, amène plus d'attention. Moi, j'aimerais savoir un petit peu comment l'a vécu Baptiste de l'intérieur, lui qui faisait un peu de tous les formats, qui aimait le long, qui aimait le trail et qui s'est spécialisé ces 2 dernières années là-dedans. Est-ce que toi, le fait que le sport devienne olympique et le fait de ne pas avoir été pris dans cette toute petite équipe finale, est-ce que malgré tout, tu es content d'avoir fait ce choix de te spécialiser là-dedans? Est-ce que tu penses que c'est bénéfique en général pour le sport et ses pratiquants, ou c'est vraiment juste une petite poignée d'athlètes de l'équipe de France qui ont plus d'aide, etc. Globalement, pour le sport en général et pour l'évolution du sport, est-ce que cette entrée olympique, sans parler du format, mais le fait que ça devienne olympique, c'est bénéfique pour l'évolution du sport? Ouais. Alors juste pour rebondir sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant, au tout départ, l'individuel devait être intégré aussi aux Jeux Olympiques. Il devait avoir 3 formats pour 5 médailles distribuées. Et suite à des pressions de certaines autres fédérations pour ne pas perdre trop de quotas, l'individuel a été enlevé. Et c'est le sprint qui a été choisi pour représenter notre discipline. Mais après, à mon sens, ça a toujours plus de valeur qu'une verticale, par exemple, puisqu'on y retrouve toutes les techniques du ski alpinisme, et ça en fait une épreuve assez complète et où rien n'est à mettre de côté dans la préparation. Et ouais, pour l'évolution grâce à l'entrée du ski alpinisme aux Jeux Olympiques, moi personnellement, j'ai aucun regret d'avoir tenté et de m'être battu jusqu'ici pour essayer de décrocher une sélection. Je pense que ça a fait du bien à toute la discipline, même les distanceurs en ont récupéré des bénéfices. Déjà, ça a permis de professionnaliser quand même pas mal d'athlètes au sein de la fédération. Il y a notre staff qui s'est vachement étoffé. Il a triplé en 3 ans. Donc, faut savoir que les grosses subventions qui ont été données par l'Agence nationale du sport à la fédération sont centrées sur les épreuves olympiques, mais il y a un écoulement qui fait que tout le monde en bénéficie, notamment via le staff et les moyens qui ont été mis en place et la recherche qui a été faite autour de nous. Et non, d'avoir pu vivre ces 2 dernières années, on va dire, pré-olympiques avec cette équipe-là, c'était vraiment incroyable, même si à la fin, j'atteins pas forcément le petit rêve que j'avais en tête, mais le chemin parcouru a été incroyable. Et ouais, je pense vraiment que tout le monde en sort grandi et avec des bénéfices de cette entrée du sport aux Jeux Olympiques. En gros, moi, je suis venu au ski alpinisme attiré par les grands espaces, par les grandes courses et les courses vraiment plus montagneuses, mais en ayant des facilités là-dessus, j'ai pris aussi bien du plaisir. Et ouais, c'est vrai que je préparerais pas ça toute ma vie, de passer des heures en salle de muscu et de vraiment bosser l'explosivité. C'est pas le truc qui me passionne le plus, mais pour 2-3 ans là, c'était de se fixer des objectifs de ce niveau-là, c'était quand même assez sympa à vivre. Et donc maintenant, retour sur des efforts un peu plus longs. J'ai juste une question, tu perçois comment le fait que, alors c'est peut-être un biais de ma part parce que je suis pas expert, mais c'est vrai que moi je trouve dur de pas voir Rémi Bonnet et Axel Mollaret au championnat du monde, enfin au JO quand même. Toi, pour moi, c'est un peu les 2 stars pas les stars, mais des gens qui ont un palmarès XXL dans le ski alpinisme, qui dominent les épreuves historiques. Et c'est vrai que c'est un peu ça quand on connaît qui est un peu dur. Alors sans dénigrer les athlètes présents, hein, j'ai regardé récemment les résultats, par exemple notamment chez les féminines de la verticale de Courchevel. À part Axel, toutes celles qui sont derrière, elles étaient plus ou moins présentes, il me semble, sur les JO. Donc le niveau physique, même sur des épreuves un peu plus d'endurance et présent aussi, mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment cet équilibre là, peut-être qu'il aurait fallu quelque chose un peu plus long qui puisse permettre à tout le monde de participer. Moi, c'est le seul un peu regret. Toi, tu le perçois comment? Ouais. Pour en avoir échangé par exemple avec ce que tu appelles les distanceurs? C'est vrai que dans le ski de fond, on a ça et ils ont chacun leurs épreuves, quoi. C'est un peu ça peut-être qu'on peut reprocher finalement dans cette introduction. Ouais, forcément, on aurait aimé voir quelque chose de plus représentatif de notre sport au jeu.
Mais ouais, comme dit juste avant, on devait avoir l'individuel au départ et l'idéal, ça aurait été d'avoir vraiment tous les formats du ski alpinisme. Là, on avait seulement 2 courses quand tu compares par rapport au biathlon qui ont au moins 6 courses sur toute l'Olympiade. C'est ridicule à côté. Sachant qu'on n'a que 18 hommes, 18 femmes qui peuvent participer. Donc, même les sprints n'étaient pas vraiment représentatifs. Bon, les finales en finale, on avait les 6 meilleurs du monde. Ça, il n'y avait pas photo, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Mais derrière, il y avait très vite le trou sur les 18 concurrents. Non, Et on le rappelle juste, je te coupe, mais qu'il y avait que 2 quotas par nation, donc potentiellement si un pays était très fort, par exemple la France, peut-être que dans les 18 meilleurs mondiaux, il n'y a pas que 2 Français, il y en a peut-être 3 ou 4, donc c'est un peu ça qui donne moins de représentativité au sport et moins le vrai reflet du niveau réel des coupes du monde notamment, quoi. exactement, avec des dossards attribués pour chaque continent aussi. Donc les Australiens qui sont très peu présents sur le circuit, par exemple, avaient un dossard, tout comme l'Asie, l'Amérique. Et pour en venir aux champions de la distance, un Rémi ou un Axel, on aurait pu les voir sur l'épreuve du relais. Je pense que c'était tout à fait à leur portée d'être très performants là-dessus. Et ils ont aussi fait un peu le choix d'éviter de venir à ces épreuves-là. Ça serait quoi, du coup, un petit peu tes espoirs pour peut-être les prochains JO qui auront lieu dans les Alpes, en plus, françaises en 2030? Ça serait quoi? Rajouter une individuelle, allonger la distance du sprint, doubler les quotas d'athlètes? Ouais, l'espoir, c'est vraiment d'ajouter l'individuel au programme. Bon, il y a des grandes chances, c'est quand même bien parti pour que ça y soit, sachant qu'on est une des meilleures nations aussi en course individuelle et que les courses seront proposées en France. Donc, ouais, le mieux serait d'avoir la course individuelle et puis le sprint, les qualités de sprinter, que le sprint fasse 3 minutes ou 5 minutes, c'est toujours un peu les mêmes quand même devant ça. C'est les mêmes qualités qui sont demandées et le sprint, historiquement, ouais, ça fait 17 ans, je crois, que ça existe et on a toujours été sur des formats de moins de 5 minutes. Donc, là, ouais, je pense qu'il n'y a plus vraiment de modifications à apporter à ce format-là, mais vraiment de mettre plus en avant les courses historiques comme l'individuel. En tout cas, c'est intéressant de savoir que, enfin, moi, je l'apprends que le sprint, c'est une discipline aussi ancienne, on va dire. Et je pense que beaucoup de gens qui ont découvert le ski alpi au JO n'avaient jamais entendu parler du sprint, mais finalement, à partir du moment où ça existe depuis plus d'une décennie et que ça fait partie de votre sport, malheureusement, on n'a pas vu d'individuel, mais on a vu une discipline qui représente malgré tout votre sport depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, c'était pas déconnant en tout cas de retrouver le sprint. C'est surtout que les gens ont pas vraiment compris puisque c'est une discipline qui est pas connue, très peu télévisée, sauf si on connaît des athlètes. Mais donc moi, pour avoir eu des retours de personnes qui n'avaient jamais suivi le ski alpinisme, effectivement, ils ont trouvé que c'était complètement artificialisé, que c'était, je sais pas comment le décrire, mais qu'en tout cas, ils étaient assez surpris ils s'attendaient pas à ça en tout cas. Ouais, je comprends bien, c'est problématique. Pas aidé par la réalisation non plus qui était pas folle. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis, ouais, je comprends bien, là, pour parler de dénaturalisation aussi du sport, bon, on a en France les épreuves olympiques, que ce soit sprint ou relais mixte, ont du mal à prendre quand même. On voit que sur les championnats de France, sur un championnat de France de sprint, on a 3 fois moins de monde que sur un championnat de France d'individuel. Et sur le relais, c'est encore pire. Donc la masse, elle, est toujours attirée par les grandes courses, par les courses un peu plus montagneuses. Donc je pense que ce qui plaît aux masses perdurera, ouais, et fera que pour moi, en France chez les nations alpines, le sprint va mettre du temps et je pense pas qu'elle régnera à la place des courses plus jolies, un peu plus longues. Je pense que c'est propre aussi à toutes les
tout ce qu'on peut voir, même en athlée au niveau compétitif, si on prend en durée d'effort un truc qui se rapproche, le 800 mètres, c'est beaucoup moins couru que des marathons, des semi-marathons, des 10 km. Je pense que ça, c'est propre aussi au fait que dans le sprint, c'est peut-être un peu ludique, mais c'est quand même ultra compétitif. Je veux dire, tu vas pas aller faire un sprint si t'as pas la notion de compétition, un peu comme on peut voir en cross, alors que tu peux prendre part à une belle étoile avec des objectifs compétitifs devant. Et puis il y a des gens qui se disent on va passer 2 jours cool en montagne sur des parcours où on est un peu sécurisé, tout ça. Donc je pense que ça, de toute façon, c'est propre à toutes les activités de masse et que c'est pas vraiment surprenant que ça soit élitiste, et c'est un peu même l'esprit de la discipline à mon sens, quoi. Ouais, c'est presque trop élitiste. Mais tu vois, dans les pays émergents du ski alpinisme, comme ils n'ont pas forcément la culture ski alpinisme et qui s'y sont mis pour les Jeux Olympiques, que ce soit en Asie ou surtout en Asie, où les petits pays même européens émergents, ils n'ont pas trop la connaissance des courses individuelles. Donc forcément, s'ils veulent organiser des coupes du monde ou des courses, ça va surtout être sur ces formats olympiques. Et dans ces pays-là, le ski alpinisme se fera connaître via les formats olympiques, quoi. Mais dans chez les nations alpines, à mon sens, ça changera probablement jamais. J'ai une dernière petite question. Comment tu perçois, c'est la réflexion que je m'étais faite parce que moi je skie un petit peu, tu vois, mais j'ai un niveau très moyen. Mais je me dis, le sprint, si t'es capable d'arriver en haut de la descente en tête, t'as quand même une bonne chance de faire une médaille. Du coup, c'est quoi la perception du poids de la descente qui, dans une épreuve d'individuel, va quand même peser lourd, parce que si tu sais pas skier, t'as quand même aucune chance de perfer, même si t'es très fort à la montée. Le fait qu'il manque un peu ce côté, à la descente, on a un peu l'impression que c'est tellement court, facile, qu'il peut pas se passer grand chose. C'est vraiment le cas où on peut quand même, si certains skient fort, revenir, ça se passe Non, comment? non, il y a des choses à faire en descente. Et encore plus quand tu arrives complètement explosé en haut. Je sais pas si tout le monde se rend compte Ouais. de l'effort qui est mis à la montée dans l'état auquel on arrive en haut. Mais par exemple, moi qui ne suis jamais passé par les clubs d'alpin, qui n'ai jamais fait de piquet, tout ça, je peux vite prendre 5 secondes par un Thibaut qui lui a Ok. fait du club toute son enfance, et non, il y a vraiment des choses qui peuvent se jouer sur la descente. Ouais. Ok. C'est plus peut-être sur la place qui est là, on l'a vu. J'ai vu que sur certaines coupes du monde quand même il y avait des descentes qui étaient plutôt plus larges que d'autres. Je sais pas si pareil c'est réglementé ça au niveau de la Ouais. largeur de la descente. Au JO on avait quand même l'impression que c'était assez difficile de doubler quand même. Ouais, ça faisait un peu border cross. Au JO, le problème c'était qu'il a fait que neiger toute la journée, et une neige très humide, donc ça glissait pas. Les compétiteurs n'avaient pas de vitesse et c'était border cross, donc c'est très facile à skier. Et à part des miracles faits par le technicien pour que les athlètes aient une super glisse, il n'y avait pas grand chose à faire. Mais un très bon skieur, il arrivera toujours à trouver la place de doubler et à doubler quelque part. Et là, au jeu, c'était spécial aussi. L'arrivée se faisait en pleine vitesse en descente, mais en général, on a un virage un peu à 180 pour nous couper un peu la vitesse et finir par un petit skating. Donc, quelqu'un qui va très bien prendre le dernier virage, pareil, et conserver sa vitesse, peut encore gagner des places dans les derniers mètres. Et je pense qu'on en a déjà parlé ici, mais Maximilien Drillon, l'athlète belge qui était présent aux Jeux Olympiques, qui fait du ski alpinisme mais aussi du trail, a lancé sa chaîne YouTube il y a 1 an, je crois, et il fait pas mal de vidéos très immersives sur les coupes du monde, où on le voit faire du sprint, de l'individuel et de la verticale. Donc voilà, pour celles et ceux que ça intéresse d'en voir un petit peu plus sur ce sport, je vous invite toutes et tous à aller sur la chaîne YouTube de Maximilien. On va pouvoir faire la petite transition avec le trail. Et je rappelle juste que, comme je l'ai dit dans l'intro, le ski alpi était un sport additionnel sur ces JO. Donc rien ne garantit qu'il soit présent en 2030, même si, comme tu l'as dit, étant donné que ce sera dans les Alpes françaises et que la France est un pays très fort dans cette discipline, il y a quand même de très très grandes chances de la revoir, et on espère avec une individuelle en plus.
La transition avec le trail, parce que on en parle de plus en plus, ça te fait de plus en plus débat. Il y a les pour, les contre, les mitigés. En tout cas, en 2026, World Athletics, en coordination avec l'ITRA et la WMRA, a finalisé une proposition pour les Jeux Olympiques d'été de Brisbane en 2032. On a aussi entendu parler du trail en potentiel sport additionnel au JO de 2030. C'est Edgar Gros-Piron, donc le président du COJOP, dans les colonnes du Dauphiné Libéré, qui a évoqué ça et qui a dit: on travaille sur d'autres sports comme le gravel et le cyclocross, ou un autre sport qui se pratique beaucoup en montagne, le trail et le cross. Donc ça devient de plus en plus concret. On voulait un petit peu en parler avec vous. Déjà, les gars, qu'est-ce que vous pensez dans un premier temps de cette possible entrée du trail au JO? Est-ce que toi, Mathieu, en tant qu'athlète encore en activité qui peut prétendre à participer au JO à court, moyen, long terme, qu'est-ce que toi, déjà en tant qu'athlète, ça te procure comme émotion? Bah, c'est sûr que de faire les Jeux, de se dire qu'il y a une possibilité d'être athlète olympique, c'est quand même quelque chose qui moi me fait rêver de base, hein. C'est quand même un des événements sportifs les plus suivis au monde, donc ça donne toujours envie d'en faire partie. Et je pense que dans une carrière, ceux qui ont la chance de le vivre, c'est des moments vraiment marquants. Donc j'ai eu la chance de vivre des sélections en équipe de France, mais je pense que pour les Jeux, la possibilité commence à être vraiment compliquée, sachant que je me suis vraiment orienté sur des formats longs et que si la discipline entre au jeu, bah, ça sera forcément des trucs plus courts, plus télévisuels, plus nerveux. Donc, je me fais aucune illusion sur le fait que je pourrais participer un jour aux Jeux Olympiques entre elles. Mais par contre, ouais, je pense que ça peut vraiment être bénéfique pour le sport et les circuits privés et l'ultra est tellement implanté, il y a tellement de toute la place au niveau médiatique que c'est pas parce que on met un format court au jeu que ça va dénaturer et tuer le trail qui existe déjà. C'est quelque chose qui va venir complémenter. Ce sera des spécialistes différents. Donc, est-ce que ce sera vraiment du trail comme on l'entend aujourd'hui? Pas forcément. Ce sera une discipline athlétique avec du dénivelé, mais ça sera différent. Mais pour moi, je l'accueillerai avec plaisir et je pense que je le suivrai avec vraiment de l'attention et ce sera quelque chose, ouais, que j'aurais envie aussi de mettre en avant, je pense, parce que ça peut vraiment aider à faire grandir la discipline et puis plus globalement ensuite à amener des jeunes à aller faire du trail, etc. Parce que c'est quand même un sport qui est beaucoup plus accessible que le ski alpi. Et ensuite les valeurs qui sont transmises, je pense, à travers ce sport, sont globalement bénéfiques pour la société. Donc moi je suis chaud de voir du trail au jeu et de suivre ça avec attention, quel que soit le format. Et puis comme l'a dit Baptiste, il a pris l'exemple des championnats de France de sprint qui sont vachement moins sollicités par les athlètes et les personnes un peu plus non professionnelles, on va dire, parce que ce qui les fait rêver, c'est les parcours plus longs et en montagne. Donc malgré l'entrée d'un sprint au JO, ça enlève pas le côté aventure et on parle souvent des naturalisations, mais finalement on se rend compte qu'avec le ski alpinisme, on ne dénaturalise pas complètement le sport puisque les autres disciplines continuent d'exister et font encore comme toi tu as pu le faire, Mathieu, avec la Belle Étoile, réunissent beaucoup de coureurs et ça c'est toujours très intéressant à voir. Donc le trail a priori pourrait prendre cette voie-là aussi. Nico, toi ton avis? On a aussi l'exemple du triathlon qui est plutôt intéressant avec et qui se rapproche un petit peu du trail avec le circuit Ironman et les circuits longue distance qui continuent de se démocratiser à fond et de réunir toujours plus de monde alors que le format OJO est un format beaucoup plus court. Bah, moi, je suis plutôt un peu de l'avis de Matt, assez favorable. J'ai aucun doute sur le fait que ce sera pas un magnifique parcours qui va en montagne, d'une boucle unique, qui est, même si c'est un format qui fait 20 bornes et 1005, je suis convaincu que ce sera plutôt des boucles. Mais par contre, ça, j'y vois un premier intérêt, c'est que je pense que le trail a quand même, je sais pas si c'est votre perception, mais besoin de se structurer. Moi, je pense qu'on a besoin d'une Coupe du Monde de trail, même si c'est sur des formats, on va dire, de ce qui ressemble au Golden aujourd'hui, mais la reconnaissance, ça veut dire déjà une structuration, ça veut dire des accompagnements. Baptiste, il en a
il en a parlé un petit peu, mais moi qui suis maintenant un peu avec Théo, on est un peu de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que nous, si on participe au JO un jour, ce sera pas en tant qu'athlète, mais ce sera plus dans un staff. Et je pense que si le sport devient olympique, ça veut dire plus de moyens pour les staffs et sûrement plus de personnes aussi qui peuvent vivre ces aventures, même si c'est dans l'ombre. On en a beaucoup parlé pendant ces JO, mais les techniciens, notamment dans les épreuves de fond de biathlon, ont eu un rôle déterminant dans le résultat des équipes de France. Et donc, ouais, voilà, je pense que ça peut vraiment avoir sa place pour structurer la discipline du côté du staff, du côté du circuit, parce que c'est vrai que on voit par exemple cette année, les Golden ont annoncé leur calendrier super tard. Voilà, je pense que vraiment ça rejoint ce que tu vas dire un peu après, Alex, aussi par rapport aux propos de certains stars de notre discipline, mais je pense que le trail a besoin de se structurer et on peut dire qu'il n'est pas encore structuré, pas prêt aux rentrées au JO, ou de dire les JO permettront aussi la structuration de ce sport. Juste rapidement sur les JO d'hiver, j'y crois pas un instant que ça rentre parce que Baptiste en a parlé sur le fait que ça avait bloqué pour l'individuel. Il y a beaucoup de guerres de clochers et dans la charte olympique des JO d'hiver, il y a le fait que ça doit se passer sur neige ou sur glace et c'est pas le cas du cross ou du trail. Et donc je pense que ce sera très difficile de faire changer la charte pour introduire ces sports. Et puis bon, on fait partie de la Fédération française d'athlétisme, donc ça fait plus de sens de rentrer au JO d'été. On va prendre un circuit un circuit de ski de fond et puis on va faire courir les athlètes sur neige et on appellera ça le cross sur neige. On va créer une nouvelle discipline. On peut tout faire. Théo, ton avis là-dessus, qu'est-ce que t'en penses toi de l'entrée du trail au JO? J'ai pas un avis très tranché, je suis pas non plus un expert sur ce sujet-là. Les gars, ils en ont déjà dit pas mal, mais moi j'ai l'impression en fait qu'on se trompe peut-être sur le terme trail. Est-ce que ça serait pas plus adapté de dire course en montagne qui serait intégré au JO? C'est le format qui se rapprocherait le plus. En tout cas, ça paraît compliqué de faire rentrer un format même Maratrail sur un format comme les JO qui doit être télévisuel. Et effectivement, ça paraît être un format peut-être golden qui y rentre. Et après, je serais curieux de discuter avec certains fans de VTT ou de ski alpi de ce qui s'est passé dans leur discipline, à quel point ça a apporté des choses bénéfiques ou néfastes. J'ai du mal à m'en rendre compte parce que c'est des sports que je ne regarde pas trop. Donc j'avoue que j'ai un avis assez neutre, mais c'est aussi l'intérêt de faire rentrer un sport de manière test et du coup d'en tirer des conclusions, que ce soit de la part de l'orga ou de la part aussi des sportifs. Donc en vrai, pourquoi pas, je pense que ça peut être hyper intéressant et c'est sûr que si c'est mis à la télé, moi c'est sûr que je serai derrière mon écran à regarder ça et voilà. Là, après le reste, je pense que Nico ou Matt l'ont dit. C'est vrai que le format course en montagne, c'est le format qui semble être quand même le plus approprié. On le voit ces dernières années où on a beaucoup de championnats de France qui sont retransmis, alors avec plus ou moins de qualité à chaque fois. La grande question qui se pose à chaque fois, c'est pour les JO, c'est de rendre le sport télévisuel. Forcément, avec un sprint en ski alpi, on n'a pas trop de soucis là-dessus. Avec un format course en montagne, tout de suite, ça se complique un petit peu. Donc, la grande question qui va être posée, c'est surtout cet aspect télévisuel. Est-ce qu'on va être capable dans 4 ans, de filmer en haute définition une course en montagne d'une heure, voire plus? Je pense que le grand débat, il est là-dessus. En tout cas, c'est sûr qu'on aura un format court. Il y a de très très peu de chances qu'on ait un format qui dure au-delà de 2-3 heures. J'ai pas en tête là sur les JO d'hiver la discipline qui dure le plus longtemps. Le 50 km en ski de fond, mais encore une fois, il tourne autour d'un circuit et je suis pas sûr que tout soit télévisé, en tout cas en direct. Tout est télévisé, mais ouais, ça reste 2 heures et quelques. Non, mais moi je pense que voilà, ce serait sur du 1h30, 2 heures. Mais après ça reste du trail. Je veux dire, c'est du trail court, mais voilà, de toute façon, le trail va pas rentrer avec un format de 20 bornes, un format de 40, un format de 80, un format de 160. C'est sûr et certain. Et puis comme on l'a dit, comme l'a bien dit Matt, l'ultra est déjà hyper bien représenté c'est quand même ça qui a le vent en poupe, qui est le plus médiatisé. Donc c'est vrai que presque si on se met dans la peau des athlètes, aujourd'hui on en parle souvent ici aussi, c'est qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, globalement, les coureurs en montagne et les gens qui font du trail court. Donc c'est vrai que ça permettrait de mettre de la lumière sur cette partie de notre sport qui est moins reconnue, mais
exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec Baptiste, c'est que c'est pas ce qui plaît à la masse. Parce que la masse, elle a envie d'aventure, elle a envie de faire un ultra. Courir 20 bornes, tout le monde est capable de courir 20 bornes. C'est ce qui te pousse à plus faire ça. Alors, tout le monde est, je caricature, mais c'est pas une aventure. Et il y a des gens qui débutent par ça, mais c'est compétitif. La course en montagne, on le voit bien, on a fait les championnats de France, c'est quand même plutôt une population tourner autour de la compétition beaucoup plus que ce qu'on voit sur un ultra où on est beaucoup plus dans l'aventure, quoi. Donc ça serait très complémentaire, voilà, avec oui, ça j'espère juste, tu vois, pour faire un dernier parallèle avec le ski alpinisme, qu'on n'ait pas 1500 mètres de distance avec deux buts de 30 mètres de long à monter, et voilà, parce que là pour moi c'est plus du trail, quoi. Baptiste, est-ce que toi qui es aussi trailer, on l'a dit, est-ce que t'as un petit avis là-dessus? Ivo, il est chaud, lui, pour ce format, parce qu'il est prêt après 4 ans d'entraînement. Ouais. Non, je suis assez d'accord avec vous. Bon, j'ai pas forcément d'avis sur l'entrée du trail au jeu, mais je pense que pour l'instant, il y a un gros manque de lisibilité sur le trail. On a trop d'épreuves, trop de circuits qui diluent un peu le niveau. Et le trail doit se fédérer, se structurer un peu mieux pour passer à l'olympisme. Mais c'est vrai qu'un format course en montagne d'une heure, 1 heure et demie, bien joueur avec de la vitesse, je pense que télévisuellement ça peut avoir de la gueule. Mais ouais, j'ai du mal à voir un effort plus long au jeu, quoi. On a eu quelques retours de votre part, auditeurs, auditrices, sur le compte, sur le canal Instagram YouTubeX. Je vais vous donner quelques retours qu'on a eu. Ça rejoint assez globalement ce qu'on vous a dit. Il y a Josué qui nous dit: salut l'équipe, vaste débat, les trails au jeu. Pour ma part, j'ai 2 points en tête, même si foncièrement je ne suis pas pour. Premièrement, éviter de faire tourner les courses sur un circuit comme en VTT. C'est pas l'essence du sport, même si les backyards se démocratisent, entre parenthèses. Deuxième point, le trail est un sport avec une telle envergure dans les disciplines, il faudrait plusieurs formats comme aux mondiaux. Ce ne serait pas représentatif de mettre qu'une seule course. Voilà mon petit avis. On a Yannick qui nous a dit: honnêtement, oui, c'est controversé, je comprends pourquoi. Après, tout le monde le sait, amener un sport au JO amène quasiment que des bénéfices. La question que je me pose, c'est pourquoi dénaturaliser le trail alors qu'on a une discipline, la course en montagne, format uphill également et up and down, qui se prête totalement à un aspect télégénique. Et où qu'on se le dise, la discipline manque clairement de visibilité alors que le niveau peut y être monstrueux. C'est mon avis, donc plutôt non pour l'entrée du trail au JO, mais je pense qu'il y a des moyens de faire entrer la discipline au JO. Effectivement, on l'a vu sur les mondiaux, très intéressant à suivre alors là c'était sur une même journée, mais on pourrait non, j'ai une bêtise. Sur les mondiaux, on a vu les formats verticales qui a très bien fonctionné le vendredi. Sur le dimanche, le format course en montagne très nerveux avec une énorme densité, donc ça pourrait déjà faire deux disciplines. Et on a je sais plus quel commentaire qui nous avait dit aussi ça pourrait être intéressant de faire rentrer pourquoi pas un relais mixte. On n'a pas d'épreuve mixte, ou en tout cas de médailles mixtes sur des championnats, donc ça pourrait être intéressant. Allez, je prends un dernier retour de votre part, celui de Mathias qui nous dit: ça peut être grave positif avec le fait que ça colle à notre culture de la montagne, mais il faut que ça soit plus explosif et avoir un rendu plus spectaculaire par rapport à ce qu'on a eu avec le ski alpi de Reims CJO, que j'ai trouvé trop court en termes de format et moins fun à regarder que des manches de Coupe du Monde, avec peut-être d'autres formats en mélangeant les formats des championnats d'Europe monde avec une verticale, un format court explosif et peut-être un relais mix comme je viens de le dire. Mais gros risque de la standardisation du trail ou une entrée au JO, cela pourrait engendrer une perte de l'ADN de ce sport. Ça, c'est quand même une crainte qui revient assez souvent, mais comme je pense, on l'a dit, finalement, on se rend compte que malgré l'entrée au JO de certains sports, on perd pas l'ADN, en tout cas l'esprit qui est à l'essence et à l'origine du sport. En tout cas, affaire à suivre. Tu l'as dit, Nico, qu'il y avait quand même peu de chances que ça rentre au JO d'hiver. On devrait avoir plus d'informations là-dessus dans les mois à venir, puisque c'est en pleine discussion pour savoir si le trail peut rentrer en sport additionnel au JO de 2030. Donc on vous tiendra au courant de la suite. On a fait le tour de ce sujet. D'autres choses à dire sur ce sujet-là, les gars? Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. On a fait le tour. En tout cas, on serait quand même très heureux de voir le cyclocross et le cross quand même rentrer un jour au JO. Ça serait quand même assez exceptionnel. Baptiste, merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup d'avoir... Il peut rester pour le qui suis-je. Ouais, mais je sais pas s'il va être très bon sur le qui suis, Baptiste. Attention, faut se méfier. Ouais, je suis le trail de plus en plus loin ces 2 dernières années, mais
peut-être encore quelques connaissances. Juste rapidement, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de... On a dit que tu étais entrepreneur, mais on n'a pas trop dit ce que tu faisais à côté du sport. Si tu veux nous dire quelques mots sur ça. Ouais, bah vous en avez parlé dans un de vos podcasts, vous aviez fait une petite reco, mais en gros, je fabriquais des lampes frontales depuis une petite dizaine d'années maintenant et ça devenait un peu compliqué à gérer entre le sport et à l'époque l'école et les entraînements. Du coup, j'ai décidé d'arrêter et là, je suis reparti sur un nouveau projet avec Run Booster, qui est un planificateur nutritionnel 100% personnalisé, gratuit, accessible à tous pour optimiser ses courses de trail et avoir des plans nutritionnels assez quali pour permettre de prendre plus de plaisir et de réussir ses courses. Donc, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. C'est simple et 100% personnalisé. On mettra le lien dans la description. Tout à fait. Merci. Allez, c'est parti. On va pouvoir passer au qui suis-je, au grand retour de notre jeu favori. Alors, on espère qu'il vous a un petit peu manqué car moi, il m'a manqué personnellement et on prend toujours beaucoup de plaisir à vous le proposer. Petit rappel des règles pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce jeu. Et j'en profite pour faire une petite aparté pour celles et ceux qui veulent jouer et tester leur culture trail avec l'équipe. Vous pouvez toujours aller sur notre chaîne YouTube pour aller voir le quiz qu'on vous a concocté durant la période de Noël. C'est un vrai petit régal. Alors les règles, c'est très simple. Je vais vous faire deviner 5 personnalités du monde du trail, une par une. Pour cela, je vais vous donner 3 affirmations sur chacune de ces personnes. Dès que l'un d'entre vous a une idée sur qui elle est, elle me donne son prénom. Si vous vous trompez, vous n'avez plus la possibilité de jouer pour découvrir cette personne. Celui qui trouve le plus de personnes remporte le jeu. Et petite subtilité, un point commun existe entre chacune de ces 5 personnes. Celui qui trouve le point commun remporte un point bonus et peut faire basculer la partie. Vous pouvez me donner votre idée de point commun quand vous le voulez. C'est que c'est bon pour tout le monde? On est chaud. Baptiste, tu joues si tu as envie. Allez, j'essaye. Allez, on démarre avec la première personne à trouver. Je suis actuellement en convalescence suite à une blessure survenue en fin d'année 2025. Je suis originaire du massif des Vosges. Théo. Théo. Antoine Thierry. C'est une bonne réponse de Théo Robin. Ah, il est bon. Ah ouais. Et ma dernière affirmation, c'était un massif où je n'habite plus puisque j'habite actuellement en Corse. Très bonne réponse de Théo, 1 point. Deuxième personne. Je suis originaire du Massif central. Je suis détenteur depuis janvier d'un chrono sur 5 km de 14 minutes 20. Théo. Nico. C'est Théo qui a répondu en premier. Quentin Melleux. C'est une mauvaise réponse. Nico. Le frère Alex Melleux. Oh non. Bonne réponse. C'est Alexandre Melleux. Quentin a couru un petit peu plus vite que son frère. Et ma dernière affirmation, c'était: je suis le frère jumeau d'un athlète de l'équipe de France de course en montagne. Je suis Alexandre Melleux, qui est actuellement en stage avec toi d'ailleurs, Mathieu, si je dis pas de bêtises. Exact. Et qui a rejoint le team Rossignol pour cette saison. Je vous rappelle qu'il y a un point commun à trouver entre les 5 personnes que je vais vous faire deviner. Troisième personne. Je suis originaire des Pyrénées. Je suis un aficionados des courses extrêmes. Nico. Aurélien Sanchez. C'est une bonne réponse de Nicolas Martin. Ma dernière affirmation était: je suis le seul Français à être arrivé au bout de la Barclay. Quatrième personne. Donc là, on est à 1 point Théo, 2 points Nico, 0 Mathieu, 0 Baptiste. Je suis détentrice d'un doctorat en astrophysique. Nico. Ah là là, je pense qu'il l'a. Nienke Brinkmann. C'est totalement faux. Ah. Ce n'est pas elle. Deuxième affirmation, je suis une ancienne membre du team ASICS. Troisième affirmation, j'ai officialisé ma rentrée dans mon nouveau team en début de saison, le team Rossignol. On en a parlé, Nico, on a rapidement parlé dans les résultats de cross.
Je vous rappelle, je suis détentrice d'un doctorat en astrophysique, je suis une ancienne membre du Team ASICS. Je suis rentré tout récemment dans le Team Rossignol. Aïe, 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 aïe. Je pensais avoir des experts avec moi. Ah, on est trop nuls. Que nenni. S'il y en a un qui est malin, il remonte le document et C'est ce que je suis en train de faire. Donnez-moi accès aux documents. Allez, je vous laisse 5 secondes. 5. Alice Munier. C'est faux. 4. Mathieu, Mathieu. Marie Jolin. Non. Oh là, vous êtes pas bon, hein. Vous êtes vraiment pas bon. Attends, je vais essayer de trouver une autre affirmation quand même. Qu'est-ce que je peux dire? C'est qui? Mais en vrai, je vois. C'est toujours sympa, c'est très sympa. Nico, en plus, c'est encore pire pour toi parce qu'elle est licenciée dans le même club que toi. À Laël et Chirol, du côté de Grenoble. Ah, mais je peux plus jouer, moi, mais. Là, je t'autorise à rejouer si tu veux. Si tu l'as Bah, ou pas? c'est Manon l'Allemand, alors. Ah, mais oui. Manon l'Allemand. Elle a un doctorat maintenant allemand? Tout à fait. Okay. Ou alors, je pense qu'elle l'a. En tout cas, je sais qu'elle était en train de réaliser sa thèse et je crois qu'elle a validé sa thèse il n'y a pas très longtemps. À confirmer. Toujours 2 points. Bon, Nico, je te le compte pas, celle-là. 2 points pour Nico, 1 point pour Théo, 0 pour Mathieu, 0 pour Baptiste. Je vous rappelle qu'il y a toujours un point commun à trouver. Numéro 5, dernière personne. Je suis un ancien cycliste de haut niveau. Je suis l'une des révélations de l'année 2025 sur trail court. Nico, Mathieu. Voilà, si vous trouvez là, c'est bon. Mathieu. Attends, Nico a dit en premier. Clément Lalba. Oh, magnifique. Putain, c'est ce que j'allais dire. Magnifique. Et ma dernière affirmation, c'était: je suis devenu le nouveau recordman du parcours de la Bofi 50 l'an passé dans un chrono de 4h05. D'ailleurs, on n'a pas parlé sur la partie mercato de Clément Lalba, donc, qui vient de signer chez ASICS. J'ai le point commun, je pense. Ouais, Moi Théo, aussi, vas-y. Alors, attends, parce que... je pourrais en tenter un. Alors malheureusement, si j'étais joueur, je pourrais doubler les points sur le point commun. Parce que Nico a 3 points, Mathieu a 0 points et Théo a 1 point. Théo. Allez, c'est la Golden Carotte comme à RMC. Je pense qu'ils ont tous signé dans un nouveau team cette année. C'est une bonne réponse. Ah, ben voilà. C'est une très bonne réponse. J'aurais aimé prévoir une personne bonus, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. On va accorder. Enfin, Shifumi avec Nico. Non, on va quand même accorder la victoire à Monsieur Nicolas Martin. Mathieu, t'as pas existé sur ce quiz. Ah non, là, c'est fini pour tu moi. dors. Ouais, mais à sa décharge, il avait une grosse séance. Son cerveau fonctionne moins vite aujourd'hui. Podium quand même. Podium, c'est beau, Mathieu. C'est beau. Bon, mais parfait. Petit retour du qui suis-je. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce jeu ou alors à nous dire si vous aimeriez voir d'autres jeux sur les épisodes. Ce qu'on s'est dit avec les gars, c'est qu'on allait sûrement alterner entre un jeu et un sujet conseil. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à nous dire si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. Allez, on va pouvoir passer à notre dernière rubrique de l'épisode. Comme d'habitude, les recos de la quinzaine by UpTrack. Et juste avant que chaque membre de l'équipe vous donne sa reco, Mathieu, on a une petite reco by UpTrack à faire. Et oui, la reco de UpTrack, notre plateforme de vidéo partenaire, on est en plein dans l'actu puisque UpTrack vous propose de découvrir 2 films pour mieux comprendre le phénomène Barclay, cette course quasi impossible qui attire les coureurs les plus têtu du monde et expliqué dans 2 films du réalisateur Fabien Duflo. Un premier film qui est plus général, qui s'attelle à comprendre pourquoi cette épreuve fascine autant, et puis un deuxième film qui s'attarde sur l'histoire d'Aurélien Sanchez avec cette course. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce premier Français, le seul qui a réussi à terminer cette course. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas le code LTQA pour bénéficier de 3 mois d'abonnement sur la plateforme de référence du trail et de l'aventure. Les infos en description. Allez, on commence avec la reco de Théo. De mon côté, c'est une reco d'une vidéo YouTube et plus largement du compte YouTube Fatch, qui fait pas mal de reportages sur le sport qui sont extrêmement bien réalisés, notamment un sur l'UTMB 2022 et la dernière vidéo qu'il a sortie il y a 3 semaines qui est sur le dopage. Elle fait assez froid dans le dos. Je vous recommande du coup la vidéo qui se nomme La fabrique des records impossibles.
que j'ai vue et qui est effectivement assez effarante et je vous la conseille aussi vivement. Nico Taroko. Moi, c'est une reco un peu particulière. Ça sera une reco le trail qu'on aime, puisque je vais vous parler d'un petit événement trail rando non chronométré qui se nomme la Sauvagine, qui aura lieu le 19 avril dans mon Trièves natal. Et chez nous, une sauvagine, ça désigne les sentiers créés par les animaux quand ils se déplacent dans la forêt. Et le concept de cette épreuve, c'est justement de proposer quelques parties en dehors des sentiers battus, et ça se veut un événement avant tout convivial, non compétitif, juste l'amour de courir en plein air et de passer du temps tous ensemble. Donc ça s'adressera plutôt aux locaux, mais ça peut donner des idées à nos auditeurs. Ça sera une bonne manière de poursuivre notre esprit du trail qu'on aime. Mathieu. De mon côté, ce sera un compte Instagram Workhorse Endurance. Je vous mettrai le lien dans la description parce que c'était pas la meilleure prononciation. On sent la fatigue là. Il est temps qu'on finisse ce podcast et que je puisse me mettre à la sieste. C'est un compte Insta tenu par un coach et sport scientist qui analyse les entraînements les plus fous des meilleurs athlètes du monde en sport d'endurance. Et il m'a notamment fait découvrir un carnet de conseils d'entraînement rédigé par Nils van der Poel, une légende du patinage de vitesse. Et je peux vous dire que c'est un sacré sport de bourrin. Donc le compte Instagram est assez sympa. C'est des petits réels qui sont assez faciles pour ceux qui aiment bien les chiffres d'entraînement du haut niveau. Donc le lien est dans la description. Et puis moi, je vous conseille je vous fais une petite reco d'un documentaire qui est sorti tout récemment sur Canal+. Malheureusement, il va falloir être abonné à la plateforme. C'est un documentaire qui s'appelle Tu seras pro, mon fils, et qui nous plonge dans l'univers des projets Kylian Mbappé, on va dire, ou en tout cas de toutes les dérives qui peut exister dans le sport professionnel et principalement dans le foot, où on voit l'émergence de tout un tas d'agents, de parents qui commencent à devenir agents, qui essayent par tous les moyens de faire de leurs enfants des futures stars du ballon rond, et on en voit, en fait, le documentaire il suit plusieurs profils de parents, et c'est assez intéressant de voir tout ce qui peut être mis en place pour les jeunes, et surtout les dérives qu'il peut y avoir à partir du moment où on rentre dans un délire de tout faire pour que son enfant devienne professionnel et surtout gagne de l'argent pour on va dire subvenir aux besoins de sa famille. Donc voilà, je vous le conseille pour toutes ceux qui ont Canal+. Et puis Baptiste, est-ce que tu aurais une petite reco, à part bien sûr Run Booster qu'on conseille à tout le monde? Est-ce que toi tu aurais une petite reco culturelle à nous proposer? Une petite reco un peu éloignée du trail, mais bon, si on fait du trail, c'est aussi pour être en bonne santé et partager des bonnes valeurs. Et ça va être le livre Le sens du bétail d'Ulysse Thévenot aux éditions Flammarion, qui parle un peu de la cruauté agricole. Super. On vous mettra, de toute façon, comme d'habitude, tout ça en description. Aussi, chaque semaine, vous retrouverez sur notre compte Instagram notre petit post sur les recos, aussi plein de petits extraits du podcast. N'hésitez pas à aller nous donner de la force sur notre compte Instagram, comme d'habitude, à partager, et puis bien sûr mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup les gars pour votre temps. On se dit à bientôt et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci, à la prochaine. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Salut.